Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir. Urgence sort de ses studios pour la première fois et nous sommes installés pour cette soirée exceptionnelle devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Un lieu emblématique de la lutte que mènent la France, l'Europe et le monde entier contre le Covid-19. Vous l'avez compris, c'est une émission hors norme que je vous propose ce soir, réalisée dans des conditions très particulières en pleine période de confinement. Nous allons aller au plus près de ces guerriers de l'ombre qui, minute après minute, se battent pour sauver des vies. Face au manque de masques, au manque de tests, au manque de places en réanimation, il y a la bonne volonté de ces hommes et de ces femmes qui se battent pour sauver des vies. Alors, on a pris l'habitude de les applaudir chaque soir à 20 h à nos fenêtres, mais que sait-on vraiment de leur travail? Les équipes d'urgence ont passé des semaines à leur côté, prenant les mêmes risques qu'eux, partageant leurs peines, leurs larmes, mais aussi leur joie, les miracles de la guérison, celle en laquelle on ne croyait plus. Voici le sommaire de ce numéro exceptionnel d'urgence, spécial Covid-19, embarqué avec les guerriers de l'ombre. La France entière a pris l'habitude de les applaudir tous les soirs. En quelques semaines, ils sont devenus nos héros. Madame, allez ouvrir s'il vous plaît. Hein? Ils ont entre 18 et 58 ans. Ils sont ambulanciers, secouristes, pompiers, médecins et tous depuis un mois livrent une bataille hors norme contre le coronavirus. À Valenciennes, l'hôpital a dû pousser les murs pour accueillir, traiter et soigner les patients Covid-19. Chaque heure perdue est au détriment du patient. À Paris, la protection civile s'est mise au service des médecins du SAMU. C'est ainsi qu'ils vont intervenir auprès d'une femme de 35 ans qui a tous les signes apparents d'un coronavirus. Il y a quoi d'autre comme symptômes, madame, qui vous dérange? Maux de tête, perte d'odorat, j'avais des courbatures. Et la prise de sang, l'objectif c'était quoi? C'était de faire un dépistage? C'était de comprendre pourquoi est-ce que j'ai de la fièvre presque 40. Désormais, pour elle, chaque minute compte. À Fréjus, les ambulanciers vont devoir faire face à une situation délicate. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Calmez-vous, calmez-vous. Il est complètement délirant là, il vomit, c'est blanchâtre, ça pue l'ammoniac. Partis pour intervenir sur une tentative de suicide, ils vont s'apercevoir sur place que l'homme pourrait avoir le Covid-19. Quelqu'un a cette suspicion de Covid. Ah, elle aurait dû nous informer avant qu'on se soit contenu, même vous quoi. C'est pas sérieux quand même. Enfin, à Béthune, les pompiers vont tout tenter pour sauver la vie d'un chiot. C'est les pompiers, ouvrez, on va casser. Ses propriétaires, effrayés par le Covid-19, auraient quitté la maison, le laissant à l'intérieur. Allez, hop. Entre stress, adrénaline et tension, vivez au plus près le quotidien hors norme des guerriers de l'ombre dans leur combat contre le coronavirus. On se retrouve donc devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour ce numéro exceptionnel d'urgence, dans une ville en confinement, dans un pays en guerre. Car nous sommes en guerre, c'est le président de la République lui-même qui l'a dit, en guerre contre un ennemi invisible, contre un virus, contre le Covid-19. Dans cette guerre hors du commun, il y a des héros qui forment une armée exceptionnelle, qu'ils soient médecins ou infirmiers,
en blouse blanche, hommes ou femmes en uniforme, en combinaison de protection, ou ambulanciers, ou simples bénévoles. Ils ont tous répondu présents à l'appel. Ils sont le seul rempart que nous ayons contre l'épidémie, le seul rempart pour nous sauver. Ce combat, vous allez le vivre ce soir comme jamais, car ces combattants ont accepté pendant plusieurs semaines d'embarquer les équipes d'urgence à leur côté. Exceptionnellement, durant un mois, nos caméras les ont suivis au plus près de leur quotidien sous haute tension. À Valenciennes, par exemple, pas moins de 5 services sont désormais dédiés au cas de coronavirus. Nous y étions. À Paris, la protection civile s'est mobilisée pour les hôpitaux. Nous les avons suivis chez les particuliers. Nous étions également avec les ambulanciers qui vont risquer leur propre vie pour sauver celle de leurs patients. Voici Urgence, spéciale Covid-19, embarqué avec les guerriers de l'ombre. C'est une immersion hors du commun, réalisée avec la mobilisation exceptionnelle de toute la rédaction d'Urgence. Il est 8 h du matin et une ambulance de la protection civile roule à toute allure dans les rues vides de Paris. À bord, Luigi, 20 ans, étudiant, et ses coéquipiers Thibaut, 29 ans, et Michel, 18 ans. Missionnés par le SAMU, ils interviennent dans cette période de crise sanitaire, essentiellement sur les cas de Covid-19. Au bout de la rue, je pense. Arrivés sur les lieux, ils doivent impérativement prendre toutes les mesures de précaution. Vu qu'il y a un risque en lien avec le coronavirus, l'idée étant de minimiser les contacts. On vient couvrir le maximum de zones pour se protéger. Et bien sûr, il y aura des gants après qui viendront pour qu'on puisse avoir un contact avec la victime. C'est bon? Si jamais on transporte, je t'envoie un message, comme ça tu peux préparer le brancard. Ouais, je vais peut-être vous suivre juste pour les parties communes, voir où c'est. Ouais, sûr. Il n'y a que Luigi et Michel qui vont au contact de la victime. Thibaut, le conducteur, restera à l'écart pour réduire le risque de contamination. Hop. En fait, l'idée étant, c'est de voir ce qui se passe chez cette dame, d'évaluer son état et ensuite on transmettra le bilan au médecin et c'est le médecin qui décidera. Alors. Au domicile, une femme de 83 ans semble dans un état critique. Vous toussez, d'accord? Ok. Très bien. Donc ça fait 3 semaines que vous avez mal à la tête, c'est ça? Et vous toussez. Vous toussez depuis 3 semaines? D'accord. Est-ce que vous savez si vous avez de la température? Vous avez pris votre température? Oui, j'en avais 37, 39, des fois. Ok. Vous avez pris des paracétamol, madame? Comment? Je n'arrête pas d'en prendre. Ah, vous en avez pris? C'était quand le dernier? Là, ce matin. Ce matin? Mais surtout, ce qui m'embête, monsieur, c'est bon. C'est que je ne peux pas me lever. Oui. Le corps, je ne peux pas m'en servir. Je peux la mettre en position demi-assise déjà. Vous vous relevez, d'accord? On va s'allonger complètement, madame. Vous êtes prête? Allez. Ça va? Vous pouvez vous reculer un peu? Vous pouvez m'aider? Le premier symptôme d'une forme grave de Covid-19, ce sont les problèmes respiratoires. Est-ce que ça va mieux là, madame? Vous avez la tête qui tourne? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux là déjà, madame? Essayez d'ouvrir les yeux. Et la patiente semble bien en manque d'oxygène. Ouais, je vois ça. Et tu la mets sous masque haute concentration, s'il te plaît, à 15 litres. Mon collègue, il va vous enlever le masque et il va vous mettre de l'oxygène. Ça va vous aider à respirer, d'accord? Voilà. Enlevez-le tranquillement. Oui, attention. je vais faire l'hôpital. Je vais te le préparer. Vas-y, on la voit. Hop, je te laisse la mettre. Le secouriste installe le masque, mais l'effort provoqué par le changement de position a totalement épuisé la vieille dame, qui ne répond plus. On a été une 39 et demi hier, ce matin pareil. Madame, gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît.
Madame? Madame? On va se faire un simili douloureux. Madame, vous regardez les yeux ouverts là? Un simili douloureux. C'est bon. Allez. Madame, gardez les yeux ouverts, s'il vous plaît. Madame? Et là, elle est comme ça depuis combien de temps là, où elle répond peu et elle est un peu le regard. Allez, on va dire 2 semaines, quoi. Depuis une semaine, elle est comme ça? 2 semaines. 2 semaines, elle est comme ça? Ou elle vous répond presque une fois sur 2, ou elle est... Oui, je comprends rien, qu'est-ce qu'elle dit. Luigi sait que le coronavirus peut être fatal pour les personnes âgées. Non, mais pas de soucis. Il doit déterminer au plus vite s'il s'agit bien de cette pathologie. Il y a plusieurs questions. Si elle a des frissons, si elle a une sensation de fièvre actuellement. Est-ce que vous avez des frissons, madame? Oui, des fois. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir de la fièvre? Oui, oui pour les deux. Ok. On a des signes, notamment une détresse respiratoire importante chez cette dame. Après là, on est en train de creuser pour voir s'il y a d'autres symptômes qui pourraient être en lien avec le coronavirus. Je vais appeler le médecin rapidement là et on va voir ce qu'on fait. Luigi se met alors en lien avec le médecin du SAMU pour lui faire le bilan. Il faut faire vite, car la vie de cette patiente peut basculer à tout moment. Oui, salut, c'est Luigi sur le VPS Alésia pour un bilan urgent. Donc cette femme de 83 ans qui est à domicile, à notre arrivée, allongée dans son lit, en compagnie de son mari et qui présente une asthénie importante depuis 3 semaines. Elle ne tient pas debout, avec des céphalées diffuses. Ok. La dame est dans un état de fatigue avancé et voilà, on avait une saturation basse avec une hyperventilation chiffrée à 33. Après un bilan complet par téléphone, le médecin urgentiste prend la décision. Vous allez emmener la personne aux urgences? Ouais. Tu veux que je la transporte moi? Oui, vous êtes combien? Là, on est 2. On est 2, j'ai mon conducteur au véhicule, mais il n'est pas équipé. Le problème, c'est que j'ai peur que le brancard passe pas dans l'ascenseur. Je peux aller vérifier si tu veux? Non, mais sinon, attends, on va prendre les décisions par rapport à ça. Pour cette patiente, chaque minute compte. Mais impossible pour les secouristes de la transporter par l'escalier, car son état est jugé trop instable. Quand on a des signes de gravité de ce type-là, oui, naturellement, on emmène les gens à l'hôpital. Et là, surtout, ce qu'on veut s'assurer, c'est que pendant le transport, l'état de la dame ne se dégrade pas. Donc c'est pour ça que là, on la met sous oxygène, on la surveille attentivement et qu'on a demandé du renfort pour pouvoir la transporter en toute sécurité. Le but étant de la transporter le plus rapidement possible. Face à l'urgence de la situation, le médecin décide d'envoyer en renfort une équipe du SMUR avec des équipements plus adaptés. D'accord, c'est noté pour Bichat avec un SMUR. Voilà. Très bien. Madame, il y a un médecin qui se déplace à la maison, un médecin du SAMU. D'accord? Et on va vous emmener à l'hôpital avec lui, d'accord? Madame, je vous enfile une blouse. Hop. C'est pour des mesures d'hygiène, madame. La patiente a tous les signes apparents d'un Covid-19. Un virus qui peut être mortel et qui réveille les pires angoisses chez l'époux de la victime. Dépistage, à l'hôpital, ils lui feront certainement, je peux pas vous dire. Mais là, en l'occurrence, elle a des symptômes. Mais voilà, ça peut être un symptôme, ça peut être le coronavirus, comme ça peut être une autre pathologie qui peut causer également des troubles respiratoires. Il va mourir comme ça, quoi. Ah mais non, faut pas dire ça. Non, non, non. Sans manger, sans rien. Ah bah oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'on s'en occupe aujourd'hui, qu'on vient et qu'on va l'emmener à l'hôpital, cette dame. Quelques minutes plus tard, l'équipe du SMUR arrive sur les lieux et prend en charge la victime. Donc là, la dame, elle est en train d'être prise en charge par l'équipe du SAMU. Son état, il est stable. On a réussi à la stabiliser. Donc, ils vont effectuer une surveillance jusqu'aux urgences. Mission terminée pour l'équipe de la protection civile. Mais depuis un mois, les interventions de ce type ne cessent de se multiplier.
La pandémie de coronavirus est désormais considérée par l'ONU comme la pire crise affrontée par l'humanité depuis 1945. Alors, pour y faire face, la France a mis en place des moyens hors du commun. Pour la première fois, les armées déploient sur le territoire national le dispositif d'évacuation médicale aéroportée, baptisé Morphée. Priorité absolue, désengorger les hôpitaux saturés du Grand Est ou d'Île-de-France. De son côté, la SNCF a mis en place des trains médicalisés. Ils ont déjà permis de transférer vers des régions moins en tension des centaines de patients lourds, graves ou nécessitant des soins complexes. Et cet après-midi, 36 nouveaux malades s'ajoutent à cette liste. Encore. C'est bon? C'est bon? Super, pas trop. Il y a plus de sécurité au niveau du dessus, vous faites doucement. Pas trop. On fait tout doucement, vous donnez les ordres à la tête pour lever? Oui. C'est super ce que vous faites, on continue doucement comme ça. On va lever un petit peu là. Les sièges classiques des voyageurs ont été transformés en lits médicalisés. Aujourd'hui, 2 trains TGV comme celui-ci quittent Paris, direction la Bretagne. Allez, départ dans 5 minutes. Rentrez dans vos wagons, faites le déshabillage. C'est une opération de tous les dangers. Pendant ce temps, à Brest, on s'apprête à accueillir 16 malades. La gare est transformée en une véritable zone de guerre. Impec, merci. Attention pour lever. Lever. Tous les services de secours ont été mobilisés pour amener les malades vers les hôpitaux de la ville. Pompiers, urgentistes, 70 bénévoles et 16 ambulances ont répondu présent. Attention que ça tire pas là. Regarde. À bord de cette ambulance, qui s'apprête à quitter le parking, Marion et son coéquipier, Florian. Le transport des malades Covid-19 est devenu depuis un mois leur quotidien. À chaque transfert, le binôme d'ambulanciers retient son souffle. Bien sûr, je peux. Mais celui qu'ils ont effectué depuis la gare de Brest les a marqués à tout jamais. Un patient assez âgé avec gêne respi dimanche dernier là, qui s'est dégradé du coup et qui a été hospitalisé à l'hôpital militaire apparemment de Paris. Ce qui nous touche, c'est de pouvoir aider les autres régions et les patients aussi, parce que sans des lits disponibles ici, ce serait plus compliqué d'avoir des respirateurs dans les autres hôpitaux. Donc là, on se dit qu'on a énormément aidé la nation. C'était intéressant à voir et j'espère que les patients vont aller mieux et qu'ils pourront rentrer chez eux par la suite. Donc on n'a plus qu'à réarmer notre ambulance correctement et elle peut repartir pour un tour. Si jusque-là, le plus gros travail des ambulanciers était d'accompagner des patients pour des soins divers, ils sont désormais, eux aussi, en première ligne face au coronavirus. Il est 20h. Marion et Florian, gérants de la société d'ambulance, laissent leur garde à l'équipe de nuit. Régis, 37 ans, et Caroline, 35 ans. Tiens, attention à toi. T'as rajouté les draps? Ouais. On peut pas dire si les nuits ça va être si on va avoir beaucoup de boulot ou pas quoi. C'est assez fluctuant. Normalement ça devrait bouger, un minimum. Bon, et
l'ambulance est opérationnelle. Et il ne faudra pas bien longtemps à ce binôme avant de recevoir sa première intervention de la nuit. 10 jours? D'accord. Bah oui, je veux bien croire. Hein. D'accord, bon bah ouais, c'est un suspect bien presque bientôt avéré quoi. Ok, très bien, et ben on est parti. Merci, salut. Donc là on part pour une suspect Covid. Mais le patient, donc c'est un patient qui a été vu par SOS Médecins ce soir. Il a des difficultés respiratoires ainsi que de la fièvre, une toux. Et il a les symptômes déjà depuis 10 jours. Et sa fille a été positive au Covid. Donc là, on part sur une suspicion de Covid qui va être avérée rapidement à mon avis. Voilà, là, c'est protection plus quoi. Caroline et Régis se mettent en route. Ils se rendent dans un foyer où le danger est bien présent. Alors, les ambulanciers profitent du trajet pour peaufiner leur protection. Alors ce que je vais faire, Régis, je vais te laisser aller voir. Et si le patient ne peut pas se déplacer de lui-même, il a 71 ans, donc j'ai quand même des gros doutes. Et qu'il est en difficulté respi, si tu n'arrives pas à gérer tout seul, ben, je me mettrai en combi jusqu'à le transférer dans l'ambulance, quoi. Bon, bah là, c'est l'heure de s'habiller. D'aller aider le collègue. C'est donc Florian qui va aller au contact du patient qui est soupçonné d'avoir le Covid-19. Et il s'équipe en conséquence. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le kit avec moi, si besoin de moi. Mais bon, là, la personne, elle a déjà de la fièvre, de la toux, une difficulté respiratoire depuis 10 jours. Donc à mon avis, là, elle doit vraiment pas être bien. Donc j'ai mis des doutes quand même sur sa capacité à descendre d'elle-même. Caroline reste derrière la porte pour prendre les informations et faire ensuite le compte-rendu au SAMU. En temps normal, je serai dans la pièce avec lui et c'est moi qui poserai des questions. Et bon bah là, il fait tout et moi je recopie quoi. Donc là, c'est vrai qu'il fait tout. Au domicile du patient sont présents également son épouse et ses enfants. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Dites-moi. Quels sont vos symptômes? Qu'est-ce qui vous arrive? Depuis combien de temps? Alors, des céphalées, d'accord. Céphalée depuis combien de temps? Depuis plus de 10 jours, d'accord. Vous avez de la fièvre depuis combien de temps? Tout ça, c'est depuis 10 jours? Respirez bien profondément. Alors, on est à 130 en pouls régulier bien frappé. Et la SAT, j'ai 85. On est à 90 en saturation, là, finalement. Pour ce patient, l'oxygénation dans le sang semble plus basse que la normale. Et cela pourrait être un des signes de détresse respiratoire. Je vais vous prendre une tension. Des courbatures aussi? D'accord. Cet homme dit avoir des symptômes depuis 10 jours. Et du coup, vous étiez en contact avec quelqu'un qui avait eu le Covid-19? Ah, d'accord. Donc Covid-19 avéré qu'elle a votre fille. Du coup, c'est vous qui avez eu la... Ah ouais, ça va mieux? Ah ouais. Vous avez été hospitalisé combien de temps? 5 jours. Est-ce que vous avez voyagé ou... D'accord. Vous avez attrapé comme ça, vous avez respecté le confinement? Ah ouais. Tension à bras droit, 148, 103. Température 38,8. J'attends juste le résultat de la fréquence ventilatoire qui est en train de compter. Et après, j'aurai assez d'éléments pour faire mon bilan en 15.
32. Merci. Est-ce qu'elle est ample quand même? Oui, ample et régulière. Il y a une gêne respiratoire aussi du coup. Gêne respiratoire. L'état de l'homme est plus qu'inquiétant. Après un rapport au SAMU, l'équipe décide donc de le transporter à l'hôpital dans les plus brefs délais. Ok. Monsieur, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir marcher jusqu'en bas, jusqu'à l'ambulance ou pas? On va vous mettre un masque, monsieur. Florian s'occupe de descendre avec le patient. Tenez-moi le bras. Si vraiment ça va pas, on continue pas et on prend une chaise. Pendant ce temps, Caroline prépare l'ambulance. Ouais, je me dépêche de préparer le brancard parce que ça m'évitera que le patient attende dans le dehors et d'être en dehors de l'ambulance avant qu'il monte. Pas obligé de t'habiller, Caro. Pourquoi? Il peut pas... Oh merde. En fait, le monsieur peut pas descendre, il est beaucoup trop faible. Donc du coup, ma collègue devra en fait s'habiller comme moi, quoi, du coup. Donc on va le porter. On n'aura pas d'effort à faire, quoi. Bon, bah là, on va aller l'installer sur la chaise portoir. Et ensuite, je me redéshabillerai. On continue. C'est donc finalement à deux que Caroline et Régis transportent le patient jusqu'à l'ambulance. C'est bon pour moi. 1, 2, 3. Allez-y, ouais. Et là, détendez-vous, alors, laissez-vous faire. Il n'y a plus qu'à s'installer. Et pas peur. Voilà. Je te laisse. Une fois installé à bord, il est mis sous oxygène. Vous avez l'oxygène, monsieur, là? Respirez bien profondément par le nez, hein. Mon collègue va rentrer dans la pièce qu'avec le patient. Moi, je vais rester à l'extérieur pour éviter justement d'être en contact avec le patient. Et il va être pris en charge par des infirmières qui sont que là ce soir pour le Covid-19. Tout ce côté-là, c'est Covid. Et il va être testé, hein, et il aura le résultat que demain, par contre. Cette bonne humeur à toute épreuve et cette envie de porter secours aux autres vont guider Caroline et Régis tout au long de la nuit. Des valeurs partagées par tous les ambulanciers de France. Nous sommes maintenant dans le Var et le jour se lève. À Fréjus, Jean-Jacques, 58 ans, et Aliénor, 38 ans, sont également ambulanciers. Et la journée démarre en trombe. Leur première mission, transporter un patient qui présente des signes de Covid-19 d'un EHPAD vers l'hôpital. Voilà notre quotidien. Là, on va partir dans un foyer logement sur une suspicion de coro. Donc on s'équipe entièrement. Ça, quand on arrive là-bas, on ne perd pas de temps. Direction Sainte-Maxime, à 20 km. Depuis le début de l'épidémie, le virus a déjà tué des milliers de personnes âgées dans les EHPAD. On va y être. Ouais, donc c'est celle que tu disais? Moi, c'est celle que je pensais. Ouais, c'est ça. Donc, on va s'équiper. On arrive à destination. On s'équipe. On va t'équiper de gants aussi. Hein. Arrivé sur place, c'est avec ces combinaisons très particulières que les ambulanciers vont récupérer le patient. Bonjour. Merci bien, au revoir.
Ça va, monsieur? Allez, j'arrive. C'est bon. Voilà. L'homme est pris en charge à bord de l'ambulance. Direction l'hôpital le plus proche. Allez, on est parti. Il faut faire vite, car le malade est en détresse respiratoire. Donc on a pris sa tension, sa ventilation, tout ce qu'il faut. Bon, il a des sueurs, il a un peu chaud. Ça va être au niveau de l'hôpital après qu'ils vont tout régler l'affaire. Arrivé au point d'accueil des urgences, un médecin prend le relais. Bonjour. On reste là, reste là. Attends. reste là. Attends. Donc il a une dyspnée. Il n'a pas de température parce qu'il a pris 2 Effalgan à 1h30 d'intervalle, donc on a 37,1 de température. Par contre, il a une difficulté respiratoire, il a fait 2 mètres, il était complètement essoufflé. Priorité pour la soignante, vérifier au plus vite si l'homme fait partie des cas les plus à risque. Vous avez quel âge, monsieur? 65 ans. Vous avez des problèmes de santé particuliers? Particulier, non, j'ai quand même des problèmes de tension. Acheter un... Vous prenez un traitement pour la Ouais, je prends tension? un traitement pour la tension. Vous êtes diabétique? Non, pas du tout. Vous avez des problèmes respiratoires? Vous avez... Non, mais depuis quelques jours, j'ai beaucoup de difficultés à Depuis quelques jours, non, mais habituellement. Est-ce Non, que non, vous êtes pas. un ancien fumeur? Non, c'est Et bon. donc là, vous avez des difficultés respiratoires depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est des... Bah, vous n'arrivez plus à marcher? Vous Le arrivez problème, plus c'est à faire d'efforts? cette nuit. Cette nuit, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'endormir. D'accord. Ça m'a réveillé et comme en plus j'ai allé aux toilettes ce matin, c'était liquide. Pacifica. Vous Pas avez un peu liquide. de diarrhée. Un peu de diarrhée et pour que je me mouche, j'ai un peu de sang. Essoufflement, diarrhée, l'homme présente plusieurs symptômes du coronavirus. Et le médecin s'inquiète d'une possible contamination de tout l'EHPAD. Vous êtes confiné ou est-ce que vous êtes en Moi, je suis confiné, non, je suis confiné. Depuis 10 jours, voilà. Ah non, depuis plus même. Ah, plus, d'accord. Il n'y a personne qui a été malade, hein? Non. Ah non, non. Vous avez de la famille? Vous avez non. eu une visite? Non. Vous n'avez pas eu de visite récente? La seule visite que j'ai, c'est la kiné et l'aide ménagère. D'accord. Grâce au confinement, l'homme a limité le contact avec les autres et leur a peut-être sauvé la vie. De son côté, il va passer un test de dépistage et se faire soigner. Comment ça va? Après une désinfection complète du véhicule, Jean-Jacques et sa coéquipière alliée au nord prennent la route vers une nouvelle intervention. Là, on part sur un 15. C'est une personne qui a une diarrhée. Enfin, là, c'est une diarrhée, mais ça peut être autre chose quand on arrive aussi. Dans le quotidien, des douleurs abdominales avec diarrhée, tout ça, ça nous arrive souvent. Si depuis le début de l'épidémie, les ambulanciers interviennent essentiellement sur les cas de suspicion Covid-19, ils doivent aussi répondre aux autres urgences. Et c'est le cas pour leurs prochains patients. Apparemment, diarrhée plus vomissement. Ce serait un suicide apparemment. Ouais, apparemment, ce serait peut-être une tentative de suicide. Donc, on va voir exactement ce qu'il en est, faire les bilans. Sa femme est à l'hôpital. Peut-être une détresse par rapport à tout ça. Sur place, c'est Jean-Jacques qui examine la victime à son domicile. L'homme est très agité et présente des signes d'intoxication. Bougez pas, monsieur, bougez pas. Calmez-vous. Je sais. Eh oui.
Bougez pas, vous allez tomber là. C'est sa kiné qui a donné l'alerte. Sur place se trouve également le médecin de famille qui vient de donner à la kiné une information capitale. Comment? Elle me dit que sa femme a peut-être suspicion de Covid. Ah! C'est ce qu'elle vous a dit là? Oui. D'accord. Elle aurait dû nous informer avant qu'on se mette en tenue, même vous, quoi. Ne pensant pas intervenir sur un cas de Covid-19, les ambulanciers ne se sont pas équipés en conséquence. Mais si le patient est porteur du virus, il pourrait mettre toute l'équipe en danger. À Fréjus, les ambulanciers viennent donc de découvrir qu'ils sont peut-être intervenus sans le savoir sur un cas de Covid-19. Ils font donc le point avec le SAMU. Il est complètement délirant là, il vomit, c'est blanchâtre, ça pue l'ammoniaque. Son doctoresse vient d'arriver. Elle nous a dit qu'il ne fallait pas rester dans la maison parce qu'il y avait une suspi Covid pour sa femme qui a été transférée hier. Il faut évacuer l'homme au plus vite car il est diabétique et cardiaque. Autant de signes aggravants pour une suspicion de coronavirus. Il est tremblant, tremblement, hein, comme s'il était en crise épileptique. Voilà. Mais je te dis, ça sent, c'est bizarre parce que ça sent l'ammoniaque hein, quand même. Hein. Ah oui, oui, ça sent très fort l'ammoniaque. Pendant ce temps, dans la maison, Jean-Jacques mène l'enquête. Et il vient de comprendre comment l'homme a tenté de mettre fin à ses jours. Allez, j'ai trouvé ce qu'il a pris. Du désherbant? Ouais. Ben voilà, c'est ça. Bon. Ammoniaque. Voilà. Non, mais c'est bon, je te fais confiance. C'est ça. Allez, on l'emmène avec nous. Ouais. Il part sur une diarrhée au départ. En fait, il a fait une TS, il a avalé ça. Quelle dose, on ne sait pas. Mais je suis sûr qu'elle en avait, parce qu'au bord des lèvres, sur lui, il en avait de partout. Bah là, on va galérer, hein, je te le dis. Hein. L'homme a donc avalé un produit toxique qui peut entraîner de graves brûlures à l'estomac et des troubles neurologiques. C'est donc désormais une urgence vitale. Avec la plus grande précaution, les ambulanciers doivent réussir à transporter la victime sur le brancard à l'extérieur de la maison. Tu le prends et je reste derrière ou qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va déjà l'approcher pour... Ouais. Et après, on va prendre les deux bras, on va le porter comme ça. Attends. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Calmez-vous. Calmez-vous. Mais la tâche n'est pas simple, car l'homme souffre le martyre. Non. Allez, on remonte encore. C'est bon. On la tâche. Allez, on se calme. On se calme. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah, il est en souffrance là, de toute façon. Hein. Ah bah oui, de toute façon, vous savez ce qu'il a pris. Attention les bras. C'est bon. Attends. On va lui attacher les jambes aussi. Ouais. Attache tout. Allez. 1, 2. Pour sa propre sécurité, le patient est attaché avec des sangles. C'est bon pour toi? Allez, go. Dans l'ambulance, Jean-Jacques, ancien militaire, arrive à trouver les mots justes pour apaiser le patient. Respirez tranquillement. Détendez-vous. Oui. Allez, c'est bien. Allez. Cool. Allez. Direction, le centre hospitalier de Fréjus. Et il n'y a pas une minute à perdre.
La vie de cet homme, qui a tenté un geste désespéré, en dépend. Il a des gestes incohérents, il est incohérent par lui-même, des gestes qui sont dissociés complètement. Je pense qu'il a des douleurs aussi au niveau estomac et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est brûlé. Hein. Donc là, en allant sur l'hôpital, je pense qu'il va avoir un lavement pour essayer de le remettre correctement. Et puis comme il a pas mal de pathologies derrière, c'est un cas qui est grave. Une fois à l'hôpital, l'homme va être testé pour le Covid-19. Ben, il est en difficulté respiratoire parce qu'il a un problème pulmonaire au départ. Donc il n'y a que le scanner et l'examen biologique qui vont dire si il est atteint ou pas, s'il est positif ou pas, au corona. Nous, on ne saura pas la suite parce que on est tenu à l'écart, mais ce qui est un peu dommage parfois. C'est un peu frustrant pour nous, parce qu'on se démène et on ne connaît pas la suite du patient. Ah non, mais il faut que je respire, moi, là. Hein. T'as pas besoin de respirer. Ah bah si, ça sent très très fort, je te préviens tout de suite. Hein. Aux urgences, il est temps désormais pour l'équipe de passer le relais aux soignants. Allez, on se lâche. Allez, on se lâche. Allez, là. Allez, on se lâche, là. Allez, hop là. C'est bon pour toi? Ouais, pour le tenir un peu, là. C'est bon? C'est bon. Laisse-toi tes mains. Leur mission s'achève. Mais il reste encore un point très important à effectuer. Tu désinfectes ton téléphone, hein, Jean-Jacques. Hein. Ouais, ouais. La désinfection doit être complète et minutieuse. Ah ouais. Attends, je mets déjà du produit partout. Là. Voilà, je supporte plus les produits là, hein, ça y est. Je peux plus. T'es assez propre. T'as tout le dossier là aussi? Ouais, j'ai tout fait, c'est bon. Et voilà. Retour au dépôt pour Jean-Jacques et Aliénor. Mais même s'ils ont été en contact avec un cas potentiel de Covid-19, ils ne seront pas dépistés si aucun symptôme n'apparaît. Et malgré les mesures strictes de protection, leur plus grande crainte est aujourd'hui la transmission du virus à leurs proches. On fait attention de ne pas contaminer la famille ni rien, parce que c'est embêtant, quoi. Moi, je prends quand même des sûretés par rapport aux enfants à la maison. Donc on se déshabille avant, on se lave. La priorité, c'est que je me lave en premier. Et mon fils, mon grand, il désinfecte après la maison. C'est lui qui fait le ménage. Ça m'inquiète parce que y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. On va arriver à un moment donné, comment on va faire pour mettre toutes ces personnes dans les milieux hospitaliers? Comment les traiter? Le plus dur est à venir. Est à venir parce qu'il va y avoir d'autres personnes contaminées. Il va y avoir une surcharge de travail pour les milieux hospitaliers, pour les urgences, etc. Donc je pense que le gros morceau n'est pas arrivé encore. Les inquiétudes de Jean-Jacques ne sont pas infondées. Car depuis un mois, les hôpitaux sont les premiers au front dans cette guerre. Des hôpitaux quasiment saturés. Dans le nord de la France, à l'hôpital de Valenciennes, c'est le branle-bas de combat. L'établissement a désormais pas moins de 5 services pour accueillir l'arrivée incessante des patients. Ainsi, ce monsieur de 77 ans vient d'être amené à la cellule Covid-19. Et il a tous les signes du coronavirus. Ça fait plus de 15 jours que je fais de la température. J'ai commencé à 37,9 et là je suis à 35,5. J'ai la difficulté de respirer, surtout la nuit. Ça fait quasiment 3 semaines que je n'en sors pas, que la nuit c'est dormir de 11h à 3h du matin ou de 2h du matin après c'est fini. Au vu de son âge et de ses symptômes,
le malade est pris en charge immédiatement et il est installé seul dans une chambre. Alors attendez, je sors de la barrière. Donc on va faire comme on a dit, d'abord on s'assit, on va se peut-être pas trop. Les affaires, je vais là pour l'instant. Ah, c'est pas vraiment que vous êtes allongé, donc par précaution, on y va tranquillement. Il y a que les filles qui me font tourner la tête. Ah, ça peut se comprendre. Il y a des filles qui vont arriver, alors asseyez-vous justement. Ouais, vaut mieux. Attendez. Monsieur, je vous souhaite un très bon courage. Bah, moi aussi. Et en espérant qu'on se voit pour le retour. Hein. Ouais, on va bien. Bon, allez, bon courage. Ouais, on va voir après. Nadège, l'infirmière, doit mettre toutes les protections nécessaires avant de rentrer dans la pièce. Une pièce désormais considérée comme zone à risque. Ils arrivent dans le service, on ne sait pas s'ils sont positifs ou négatifs au niveau des prélèvements. Donc comme c'est suspect, on le considère comme s'il était positif. On prend toutes les précautions pour nous, pour les autres patients et puis pour lui aussi. Là, vous venez de la maison. C'était quoi le problème à la maison du coup? 18 jours. Vous savez connaître la date exacte du début? Ah bah du début, le dimanche. D'accord. On va nous prendre le constant. Alors 96 grammes de sang, 102, ouais. 79 de pulsation. 37,3. Ça fait attention ou pas encore? Oui, ça fait 15,8. Ok. Bon, voilà. Pour l'instant, on a fait le tour. Pour le moment, le coronavirus n'est donc pas avéré. Pour en avoir la certitude, ce patient doit être dépisté. Donc là, je prépare des lingettes désinfectantes pour réceptionner mes tubes quand je vais sortir de la pièce. Alors là, à la sortie de la chambre, je vais devoir me changer complètement, c'est-à-dire même la surblouse, parce que je vais faire des soins au niveau, enfin les prélèvements au niveau ORL. Alors, c'est moi. Avec plein de choses pas très agréables à faire. Une prise de sang, grosse prise de sang. Une gazométrie, puis je vous poserai une perfusion après. Et on a aussi le prélèvement dans le nez. C'est le fameux prélèvement nasopharyngé. Une procédure rapide, même si elle est un peu douloureuse. Alors, je vais devoir enfoncer ce coton-tige dans le nez jusqu'au début de la gorge. D'accord, donc c'est pas très agréable. Je vais aller mettre, on va miser juste, voilà. Je vais allonger un tout petit peu, comme ça vous allez la tête un peu plus en arrière. Et puis vous vous détendez. J'en ai deux à faire. J'en ai un pour la grippe et un pour le Covid. Hein, ouais. Bah, il faut voir pour pouvoir faire la différence entre les deux. D'accord? Oui. Donc on y va, vous respirez calmement. Essayez de vous détendre. Je sais que c'est pas là. Essayez de respirer calmement. Voilà. Et c'est bon, monsieur. J'ai posé la question, il va se renseigner. Vous avez été courageux, c'est bien. Là, je vous dis pas merci. Non, je me doute. Et franchement, j'en passerai bien aussi. Le plus dur est fait, d'accord? L'infirmière va amener les tests en laboratoire et les résultats seront connus d'ici 24 heures. C'est tout, elle est cachée, elle est là, et elle est là. C'est moi qui vais vous emmener faire le scanner. On s'en reverra peut-être un peu. Moi je vous dis à tout à l'heure, monsieur. Je ne sais pas si je vous reconnaîtrai avec vous. Oh ben je dois vous reconnaîtrez. C'est compliqué. Le patient part pour un scanner thoracique. Le virus s'attaque en particulier aux poumons, provoquant ainsi des lésions.
C'est ce que le scanner peut révéler afin de confirmer ou pas le diagnostic. Gonflez les poumons, ne respirez pas. Ne respirez pas. Vous pouvez respirer normalement. Encore une fois, monsieur, gonflez bien les poumons. Gonflez bien, ne respirez pas. Ne respirez pas. Ne respirez pas. Vous pouvez respirer normalement et vous pouvez baisser les bras, monsieur, c'est terminé. Dans le cas de ce patient, l'examen ne démontre pas de façon claire des lésions. C'est le radiologue qui tranche là-dessus, mais il y a des images des patients qui sont testés positifs, qu'on voit très clairement au scanner que c'est vraiment ça. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Après, c'est plus le radiologue qui regarde. Il faudra donc s'armer de patience. Mais dans quelques heures, il sera fixé sur son sort. À quelques pas de là, le docteur Nicolas Ettard, chef du service de maladies infectieuses, fait le tour des patients. Je vais voir s'il y a des lues. Bonjour madame. On continue à vous surveiller, à vous soigner. Merci beaucoup. Inch'Allah, ça va bien se passer. Après la visite d'une patiente qui a du mal à respirer, l'infectiologue se rend au chevet d'un homme d'une quarantaine d'années qui a été admis il y a seulement 24 heures. C'est le cas d'un patient qui m'inquiétait à la lecture de son dossier et puis quand on en a discuté avec ma collègue, puisqu'il a des lésions au niveau du scanner qui peuvent être inquiétantes. Il y a une atteinte de 20% de la totalité des poumons. Bonjour monsieur. Je suis le docteur Ettard. Je suis un des médecins de l'établissement, je suis infectiologue. L'homme est placé sous assistance respiratoire et sous surveillance étroite. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qui a fait que de fil en aiguille vous êtes arrivé à l'hôpital avec cette suspicion-là? J'étais en travail et j'ai fait un début de fièvre. Ouais. Et là, le boulot m'a conseillé de rentrer chez moi. D'accord. Je me suis mis en arrêt. Et de là, cette semaine, tous les gars, sauf des tout ça, et hier j'ai convulsé. D'accord. Aucune raison apparente. Ok, et du coup la fièvre, si vous avez ressenti que vous faisiez de la fièvre, vous aviez des courbatures, frissons? C'était en fin de journée, j'étais pas bien. Ouais. En fin de journée, j'étais pas bien, j'ai demandé à prendre la température. Ouais. Et là, j'avais... Vous étiez à combien? J'étais à 28,6. 38. 38,6, d'accord. Et ensuite, donc de la toux. De la toux, ouais. Et la convulsion, c'était quand? Hier au soir. Donc moi, là, je viens vous voir pour vous réévaluer. Parce que effectivement, sur la première prise de sang qu'on a fait dans l'artère, le taux d'oxygène était quand même assez bas. Et du coup, il faut quand même qu'on vous surveille pour être certain que le sang soit bien oxygéné. Donc là, on vous a mis l'oxygène aux lunettes pour vous aider un petit peu. La saturation n'est pas trop mauvaise, donc on va contrôler régulièrement. Et moi, je vais vous examiner surtout pour voir un petit peu où on en est. Normaux. Ok. Arrivé hier, ce patient a bien le coronavirus. Et malgré l'hospitalisation et le confinement, loin de sa famille, cet homme se sent apaisé. Du coup, il faut qu'elle se surveille, la température. Ma famille est rassurée, moi je suis rassuré. Au moins aussi. Et puis vous êtes surveillé, exactement. Ouais, c'est ça, c'est important hein, de continuer le suivi. On se pose beaucoup de questions quand même, on ne sait pas, donc on est dans le doute. Tout ce qu'on sait, c'est par rapport à la télévision, c'est tout ce qu'on sait. Donc là, au moins, on a fait les examens, je sais ce que j'ai, et puis on avance. Ok. Bon. Effet étrange, depuis qu'il est sous surveillance étroite, le malade se sent beaucoup mieux. Et là, actuellement, depuis que vous êtes à l'hôpital, vous avez quoi comme symptômes? Aucun. Donc pas gêné pour respirer, plus de toux. Pas de diarrhée, pas de douleur au niveau de l'abdomen, non. Pas de maux de tête, non. Comme si de rien n'était. Pas de douleur musculaire, de fatigue, rien. Bon, ben tant mieux, hein. Allez.
Si cette situation rassure le patient, le docteur Ettard reste pourtant sur ses gardes. Bon, allez, très bien. Passez un bon week-end, monsieur. Au revoir. Le docteur sait que son patient est loin d'être tiré d'affaire. Dans le coronavirus, la période critique se situe en effet entre le 8e et le 11e jour de la maladie. Il faut rester très vigilant parce qu'on a une phase d'amélioration parfois avec une aggravation secondaire. Donc ça, c'est un premier point de vigilance à avoir. Généralement, à une semaine d'évolution, on commence à être plus vigilant. Les patients, dont l'état de santé se dégrade de façon considérable, sont amenés dans le service de réanimation. Ici, on ne traite que des patients entre la vie et la mort. Un petit souci là avec la patiente 202. Hein. 51 ans, asthmatique, elle est obèse. Je viens de la tourner maintenant, du coup, j'ai pas gagné grand chose. Et tu vois, à la saturation, là, elle remonte doucement à 85. On est à combien, J7, J? J7. Et cet après-midi, le docteur Fabien Lambiotte, chef du service de réanimation, doit faire face à une urgence vitale. Elle a tous les facteurs de risque, elle est asthmatique, elle est obèse, diabétique. Mais elle est jeune aussi. Alors là, effectivement, on a une patiente qui est en train de s'aggraver. C'est une patiente qui est en train d'échapper progressivement au traitement. Donc c'est une patiente qui est intubée, ventilée. Elle a été mise en décubitus ventral il y a 2 ou 3 heures. Elle ne répond pas au décubitus ventral. Donc là, on vient d'appeler nos collègues de Lille pour la transférer. À Lille, un équipement spécifique va permettre de mettre les poumons de la patiente au repos grâce à une machine qui remplira leur fonction. C'est pour elle l'opération de la dernière chance. Parce que chaque heure perdue est au détriment du patient, elle la transfère. Et là, le problème, c'est la faisabilité de la technique. Le sort des patients les plus graves se joue donc ici. Pourtant, les équipes médicales doivent faire face à une importante pénurie de matériel et de médicaments. L'enjeu, initialement, c'était les respirateurs. Donc on s'est organisé progressivement au sein de l'hôpital de Vincennes pour récupérer les différents respirateurs qui étaient un peu disséminés dans tout l'hôpital, au niveau du bloc, au niveau des soins intensifs cardio. Et actuellement, les enjeux sont essentiellement des enjeux sur les médicaments. Donc les médicaments pour la sédation, les curaires, mais aussi on commence à avoir des enjeux sur certains antibiotiques où on va être relativement attention et qu'on risque d'être vite, si on n'a pas un nouvel approvisionnement dans les prochains jours, on n'aura plus d'antibiotiques pour traiter certaines pathologies. Depuis le début de l'épidémie, la France a enregistré des milliers de décès, mais aussi des milliers de guérisons. Et c'est à ce chiffre que le docteur Lambiotte et son équipe préfèrent se raccrocher. Les voir sortir du service, c'est un soulagement qui nous permet de soutenir et de garder le moral, parce que là, effectivement, c'est une période où on est relativement... On commence à être fatigué. Ça fait 1 mois qu'on est sur le pont. Et c'est chaque patient qui sort, chaque jour de ventilation gagné pour nos patients. On voulait voir s'améliorer de façon régulière dans leur prise en charge, même si elle est longue. On baisse les médicaments, on baisse la sédation, on les voit se réveiller, on peut les extuber. C'est ça qui nous fait tenir actuellement. C'est les balanciers qui vont partir. Je dirais jamais qu'il va avec eux, d'accord? Ouais, je m'en occupe. Finalement, 1 heure plus tard, la malade, au pronostic vital engagé, sera transférée à Lille. Retour à Paris, où la protection civile n'a pas le temps de souffler. Une nouvelle intervention attend déjà l'équipe. Et c'est un nouveau cas de suspicion de coronavirus. Tu t'assois bien, tu t'attaches. Michel, 18 ans, le sait. Malgré toutes les protections qu'il prend, il peut lui aussi être contaminé à chaque mission. Mais son engagement va au-delà de la peur. Il y a toujours cette appréhension, le Covid, le risque zéro n'existe pas évidemment. Maintenant, ça reste un risque à prendre parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus en besoin et en difficulté que nous. Donc c'est un risque à jouer, et étant donné que ces personnes, si on peut sauver 2-3 personnes
en venant porter secours, je pense que c'est un risque calculé. C'est un moment exceptionnel. Évidemment pour tout le monde, hein, une crise sanitaire, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Maintenant, un moment exceptionnel, c'est important que tout le monde agisse. Et déjà nous, en tant que bénévoles, on agit de notre côté. Maintenant, tout le monde agit en même temps de son côté, en restant chez soi. Code arrangement 792. Si les secouristes doivent rester vigilants, c'est parce que le Covid-19 peut toucher tout le monde. Et leur prochaine mission va nous le confirmer. Alors là, on est appelé pour une femme de 35 ans qui est à domicile toujours et qui est face à une suspicion de coronavirus. Et c'est la plus jeune de la journée. Donc on va aller rapidement voir quels sont les symptômes chez cette femme pour réaliser un bilan. Bonjour. C'est pour vous, madame? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le coronavirus. C'est avéré? Et j'ai pas fait le test, mais d'accord. on a vu avec c'est le 9e jour aujourd'hui. Vous avez une suspicion de coronavirus? Oui. Et c'est par téléconsultation que j'ai été diagnostiqué. D'accord. Avec votre médecin traitant? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut aller s'asseoir dans le salon si ça vous dérange pas, on sera peut-être plus à l'aise? La jeune femme a été diagnostiquée par son médecin. Et son état ne s'améliore pas depuis 9 jours. Les résultats de la prise de sang effectuée ce matin n'ont rien changé. Les résultats des analyses qui ont été faites ce matin, le sang. D'accord. On vous a appelé suite à ça principalement. Et la prise de sang, l'objectif c'était quoi? C'était de faire un dépistage? C'était de comprendre pourquoi j'ai de la fièvre presque 40. D'accord. Vous avez pris du paracétamol? Oui. Quand ça? La dernière fois c'était à 13h. Si vous, je vois que vous tremblez, vous avez froid? Là j'ai froid. D'accord, ok. Vous vous sentez fatigué? Oui. Il y a quoi d'autre comme symptômes, madame, qui vous dérange? Maux de tête, j'ai perte d'odorat, la fièvre, j'avais des courbatures. Est-ce que vous avez du mal à respirer? Non. D'accord. Mais je la pousse. Vous poussez? Oui. La patiente présente de nombreux symptômes avérés du coronavirus. Ok, c'est bon, ça passe. Immédiatement, Michel procède aux premiers examens. En fait, le virus, il va d'abord affecter les personnes respiratoirement. Donc on va tout d'abord observer une détresse respiratoire chez les personnes qui sont atteintes très fortement par le virus. Et c'est tout de suite quelque chose qu'on va rechercher à l'aide donc de cet appareil, c'est la détresse respiratoire. La téléconsultation, c'était? Pour savoir si les poumons fonctionnent bien, Michel vérifie son taux d'oxygène dans le sang. En dessous de 90%, c'est une urgence. C'est donc un paramètre déterminant, mais pas toujours facile à saisir. Ça passe pas, hein, vous avez du vernis sur les doigts? Elle change de doigt, c'est vu que la dame. Est-ce qu'elle a les extrémités froides, la dame? Oui. Ouais, mais essaye de réchauffer, c'est quand il n'y a pas les extrémités froides. Ok, j'ai un truc 92. J'attends que ça stabilise. Ouais, attends. Faut 12 secondes avant que la valeur soit juste. J'ai 80, 81. Comment? Donc ici sur là, qui sont les doigts ils sont vraiment tout froids, il prend pas. Ouais, essaye. Hop, ça a serré. Et quand il y a de la température, naturellement, on va vite avoir froid. Et donc là, c'est représenté par les extrémités qui sont froides. Et donc ça fait que l'appareil a du mal à capter ce qu'on appelle la saturation d'oxygène. Donc on essaye de trouver une technique pour pouvoir avoir la valeur correcte. Tout à l'heure, on en a eu une, mais on n'en est pas certain, donc on veut s'assurer que c'est la bonne. Finalement, après plusieurs minutes de tension, les choses s'arrangent. Et là, ça, elle est passée à 97, ça semble bien passé. Super. Un pouls Bon, vous respirez bien, madame? Je sentais, ça m'étonnait que... Ouais. Mon collègue, il vous couvre bien. Désolé, on vous a un peu embêté pour prendre les constantes. On va appeler le médecin. En effet, cette mère de famille ne présente pas de signes de détresse respiratoire. Mais son cas
reste très préoccupant. Ils sont un peu pâles. Luigi fait le bilan au médecin du SAMU. Cette dame, elle a des vertiges, des nausées, des vomissements ce jour, des diarrhées, des frissons, une sensation de fièvre associée à la fièvre. On n'a pas de gêne respiratoire, cependant on a une toux, alors nous elle n'est pas audible. Avec une saturation qu'on a eu du mal à prendre au début, une saturation de 94%, là on a combien? 96. On a 96 actuellement. On est rend bien. Donc voilà. Face à autant de symptômes et au mal-être de la patiente, le médecin demande à ce que la malade soit transportée aux urgences. Est-ce que vous sentez le marcher, madame? Oui. On emmène aux urgences de la Riboisière, d'accord? Ok, de toute façon, informatique, parce que de toute façon, je pourrais pas aller la voir. Oui, bien sûr. Il faut que vous soyez au courant. La mère de famille s'en va donc vers les urgences. Oui, tu veux le code? Attends. C'est une épreuve qu'elle va affronter, seule. Son époux va en effet devoir rester en confinement à la maison avec leur enfant, en espérant ne pas tomber malade à son tour. Ouais, parce que ça dure depuis longtemps. On va prendre l'ascenseur, madame? On va l'appeler si vous voulez. Oui, là-bas. Au revoir. L'équipe, quant à elle, après un nettoyage complet du véhicule, part sur une nouvelle intervention. Et cette fois, c'est un homme de 72 ans qui semble au plus mal. C'est pour vous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous me permettez que je m'assoie? On peut se poser le masque. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous vous sentez faible? D'accord. Ça fait depuis combien de temps que vous vous sentez faible? 10 jours. Non, ça fait 10 jours? Ça fait 10 jours. D'accord. Ce sont l'épouse et le fils du monsieur qui ont alerté le SAMU. Ils sont persuadés d'avoir contracté le coronavirus. Et c'est la 3e visite médicale qu'ils reçoivent en moins de 10 jours. D'accord. Vous en avez vu déjà 2? Des médecins à la maison? Quand ça, hein? D'accord. Une fois, ensuite, on a envoyé un peu. Vous avoir contracté le Covid? J'ai eu tous les symptômes. Si je suis encore contagieux, comment ça se passe? C'est parce que vous avez dépisté le coronavirus? Mais non, parce que... D'accord, donc. Et vous n'avez pas eu de détresse respiratoire? D'accord. D'accord. Est-ce que le médecin, il l'a vu à ce sujet-là? Est-ce qu'il l'a vu à ce sujet-là, le médecin? Et il a suspecté un coronavirus? Il n'a pas testé, mais il a dit que comme personne n'a rien testé, mais que D'accord. c'était une forme bénigne. Est-ce que vous trouvez... Comme les dépistages ne sont pas systématiques, la famille vit dans la crainte et l'incertitude. Attention. Luigi et Michel procèdent alors à la prise des constantes et à plusieurs tests. Comment? Ça, c'est pour voir le taux de sucre qui est dans le sang. Ça va permettre de vérifier que son taux de sucre est correct. 137 mg par décilitre. Et là, il est correct, il n'y a pas de souci. Vous avez mal à la tête, là, actuellement? Comment? Pas du tout. Est-ce que vous avez la tête qui tourne? Non? Est-ce que vous avez une sensation, je parle bien de sensation, de fièvre? Est-ce que vous avez des coups de froid chaud? Non? D'accord. Est-ce que vous avez des frissons? Non plus. 6,9. 124,83 pour la tension bras gauche. 127,87 bras droit. Parfait. Bon, monsieur, je vais appeler le médecin. On va faire le point. Après, là, en l'occurrence, l'ensemble de vos constantes sont normales. Ce qui pose problème, c'est la fatigue et le fait que vous ayez une perte de la faim. Et vous mangez pas beaucoup. Donc, vous n'avez pas de signes inquiétants, en tout cas. En apparence, l'homme ne présente donc pas de signes de coronavirus. Et en discutant avec lui, Luigi pense avoir trouvé l'une des raisons du mal-être du patient. Oui. Ça va comment le moral en ce moment, monsieur?
Moyen. Qu'est-ce qui justifie ça? Comment? Vous aimeriez partir à la campagne? D'accord. C'est depuis le confinement, ça vous avez du mal à le vivre? Ouais, ça, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime sortir, qui aime s'aérer? C'est sûr que si vous êtes enfermé depuis 10 jours ici, je peux comprendre que ce ne soit pas évident pour le moral. En effet, en voulant respecter à la lettre les consignes de confinement, cet homme aurait eu un contre-coup psychologique. Un cas loin d'être isolé. Luigi fait donc le rapport au médecin du SAMU. Alors, j'ai eu le médecin. Au vu de votre bilan et des symptômes que vous avez, il préconise de rester à la maison. Ce ne serait pas très pertinent d'aller aux urgences, parce que vous êtes quand même dans un état fatigué, certes, et ça on le comprend, mais qui est stable, vous avez des constantes qui sont bonnes, il n'y a rien qui nous inquiète. Il faut essayer de vous forcer un peu à manger pour reprendre des forces, de bien vous hydrater, et si vous voulez, vous pouvez aller faire des marches. Des marches pour vous ressourcer un peu, alors en respectant les règles données et les consignes de confinement, mais c'est autorisé dans la mesure du raisonnable d'aller marcher à proximité de votre domicile pour vous ressourcer un peu. Cette visite de la protection civile semble avoir apaisé les angoisses du patient et de sa famille. Peut-être une bonne journée malgré tout. Vous vous sentez rassuré? Oui, tout à fait rassuré. Cette consultation m'a fait beaucoup de bien. Bon courage à vous. Vous pouvez le garder si vous voulez, c'est le vôtre. Si vous voulez le garder, que ça vous rassure, vous pouvez le garder. Même si vous sortez, vous pouvez l'utiliser. D'accord. D'accord. Voilà. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Au revoir à vous. Au revoir. Ce qui fait partie de notre mission, ça a été en l'occurrence de rassurer monsieur qui s'inquiétait parce qu'il avait des signes de fatigue persistante. Là, l'essentiel, c'est qu'il se repose à la maison, qu'il soit accompagné par ses proches au quotidien et qu'il se ressource. Régulation SAMU du VPS, allez-y à parler. En pleine pandémie, il est une profession qui est en alerte 7 jours sur 7, les sapeurs-pompiers de France. Parmi eux, la caserne de Béthune, l'une des plus importantes du Pas-de-Calais. Depuis quelques semaines, ils multiplient les interventions liées au coronavirus. Il est 19h, un véhicule de secours file vers une suspicion de Covid-19 chez une jeune femme de 30 ans. C'est ici madame? On arrive, hein, madame, en s'équipe, on s'arrive, vous pouvez rentrer. C'est Sébastien qui, après avoir enfilé toutes ses protections, se rend au contact de la victime. Le reste de l'équipe décide de l'attendre dans l'ambulance. Bonjour, c'est par où? C'est à l'étage? À l'étage, le pompier va découvrir la malade, visiblement très affaiblie par des quintes de toux qui l'empêchent de respirer correctement. Madame, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? D'accord. Alors je vais d'abord vous mettre un masque tout de suite, madame. Hein, c'est pour vous protéger. C'est la mère, très inquiète, qui a tiré la sonnette d'alarme et poussé sa fille à appeler le 15. J'ai pas dormi de la nuit, je suis réveillée depuis 3h du matin. J'ai réussi à dormir un peu cet après-midi, mais depuis que ma mère m'a réveillée. D'accord, ok. Donc là, ça s'est vraiment dégradé à partir d'aujourd'hui. Elle est un peu étouffée en mangeant, elle commence à s'essouffler quand elle parle. Bon, d'accord. Ok. Sans plus attendre, vous installez sur le brancard. Sébastien emmène la jeune femme à l'intérieur de l'ambulance pour un premier examen. Alors je vais vous prendre toutes les constantes. Regardez un petit peu votre taux d'oxygène, vous prenez la tension. Souffrante depuis 10 jours, elle est suivie par son médecin traitant, mais son état
s'est subitement dégradé aujourd'hui. J'ai fini les antibiotiques, j'ai commencé à avoir des courbatures, j'ai commencé à tousser encore plus, j'ai commencé à être vraiment pas bien, qu'au début en fait. Et là aujourd'hui, vous avez un souci c'est un peu plus dur à respirer, donc ça vous a inquiété. C'est fatigant, les quintes de tout comme ça. Ça fait mal? Ouais, là, je commence à avoir mal dans le dos. La jeune femme a de plus en plus de mal à reprendre son souffle. Il y a urgence, il faut l'évacuer vers l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle est immédiatement prise en charge par une infirmière. Tes difficultés respiratoires, c'est depuis aujourd'hui? Depuis ce soir ou depuis ce matin déjà? Ce soir. D'accord. C'est à l'effort ou c'est tout le temps? Tout le temps. Je vais me coucher non-stop alors. Ce premier bilan est aussi le moyen pour la soignante de tenter d'évaluer le stade de la contamination. 36,7 de température. Vous n'avez pas pris de Doliprane là dernièrement? Non. Vous avez vu votre médecin traitant, vous avez dit? Il a dit que tout allait bien et qu'il me fallait juste du repos, mais depuis que je suis réveillée cet après-midi, ça s'est aggravé? Je m'essouffle pour rien, je m'étouffe pour rien. Ça marche. Alors on a 119,81 de tension, 101 de pouls et 96 de sat. Vous pouvez l'installer sur un brancard? Je vais appeler le médecin. La jeune femme rejoint immédiatement l'unité Covid-19 de cet hôpital. Un hôpital sous tension, avec une situation explosive qui déroute tout autant les pompiers. C'est complètement inédit sur la totalité depuis quelques jours, voire quelques semaines. On est dans des choses qu'on n'avait jamais vécues. Alors on l'a déjà approché avec Ebola il y a quelques années, mais on n'a jamais été confronté dans une situation aussi proche et aussi intense comme elle est là, quoi. Pour moi, c'est une première. J'espère que ce sera une dernière, et pour mes collègues, j'espère que ce sera une dernière aussi. Ouais. Au centre de secours, toute l'organisation a été revue. Désinfection du matériel informatique, nettoyage minutieux des ambulances, habillage complet pour les interventions liées au Covid-19. Comme pour le reste de la population, il faut appliquer des gestes barrières. On a complètement modifié notre façon de faire. Les sapeurs-pompiers sont connus pour avoir une cohésion. Et on se rend compte que le matin, quand les personnels arrivent, l'équipe descendante, l'équipe montante ne se croise plus. Il n'y a plus les gestes de bienveillance, on ne se serre plus la main, il n'y a plus d'embrassade. Toute notre façon de faire au niveau sport, au niveau manœuvre, les repas pris en commun, la salle télé, tout ça c'était revu. Alors la cohésion, on la vit autrement. Elle est toujours existante, mais on la vit autrement. Il est 14 h. Lorsque l'un des équipages se rend vers une nouvelle mission dans les environs de la ville. Reçu, terminé. Sur les lieux, le chef Laurent retrouve une autre équipe de sapeurs-pompiers volontaires du centre de première intervention. Qu'est-ce qui se passe alors? Les personnes qui répondent pas aux appels. Est-ce que les voisins ne savent pas? Les voisins, ça fait 2 jours que le chien il aboie, personne qui répond. Censée être confinée chez elle, une habitante ne répond plus aux appels de son voisinage.
il va falloir qu'on monte. Je vais monter là-bas. Ouais. T'as un masque, ok, nickel, c'est bien. Je m'équipe d'un masque, je me mets à la porte d'entrée. Si t'as pas moyen d'ouvrir la porte, fais une reconnaissance à l'intérieur. Tu me donnes un masque FPP2. Il n'y a pas une minute à perdre. Pendant que le pompier volontaire va tenter d'accéder à l'appartement via une échelle, le chef, lui, part en direction de la porte d'entrée. C'est les pompiers, ouvrez, on va casser. Bon, c'est bien fermé. Il faut quand même qu'on ouvre l'appartement pour vérifier que cette personne n'a pas fait un malaise. Tu peux me ramener le détecteur de monoxyde de carbone? Ce pompier doit prendre toutes les précautions avant de forcer la porte. Un appareil défectueux aurait pu en effet causer un malaise chez cette personne qui ne donne plus aucun signe de vie. Et après quelques instants, son collègue réussit à entrer dans les lieux par la fenêtre. Tu trouves une clé, dame? T'as moyen de venir nous ouvrir, dame? T'as trouvé quelqu'un? C'est une femme avec un bébé. Apparemment. La situation là, c'est que, à mon avis, cette personne est partie de son domicile, soit pour faire des courses ou autre. Et on va trouver personne à l'intérieur, à mon avis. Pourtant, ce voisin en est certain. Il se passe quelque chose d'anormal dans ce domicile. Et c'est même lui qui a donné l'alerte. C'est vous qui avez appelé les pompiers? Ouais, parce que le chien, ça fait 2 jours qu'il fait le tour, en fait, jour et nuit. Parce que là, mon collègue est parti voir. Je lui demanderai, mais apparemment, il n'y a pas de chien non plus. Ah, on l'a entendu tout à l'heure. Nous, en priorité, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est qu'il n'y ait personne en danger derrière cette porte. Même l'animal, s'il y a un animal qui reste seul, effectivement, il sera pris en charge par nos collègues. Ce qui peut se produire aussi, c'est que cette dame ait quitté son appartement ce matin ou cet après-midi. Non, ça se peut pas. Non, c'est jour et nuit, tous les un quart d'heure, il fait du loup. Non, c'est atroce. Je peux aller chercher le portable, j'ai fait les enregistrements. Ah non, mais je vous crois, monsieur, c'est pas la question. Si les dires de ce voisin sont confirmés, ce chien, enfermé depuis 2 jours, pourrait être en danger de mort. À l'extérieur, les doutes se confirment. Un bébé chien, husky, apeuré et secouru par les pompiers. Et c'est une des conséquences de la peur de l'épidémie. De nombreux propriétaires abandonnent leurs animaux de compagnie. Effectivement, mes collègues, en faisant la reconnaissance de l'appartement, ont trouvé personne. Cependant, ils sont tombés sur un chiot husky qui sont pris en charge par nos collègues venus avec un véhicule tout usage. Notre mission s'arrête là. Il n'y a personne en danger dans l'appartement. On peut rejoindre notre centre de secours disponible. Le chiot sera emmené à la SPA. Sa propriétaire, elle, devra justifier son acte à la police, qui va prendre le relais dans ce dossier. L'abandon d'un animal est puni par la loi de 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Retour à Paris, avec l'équipe de la protection civile. C'est bon, on a tout le matériel? Oui, j'ai tout. Ok, parfait. Très bien. T'as fait un conditionnement, Michel, adapté? Ils se rendent au domicile d'une dame de 87 ans, confinée, seule, dans son appartement parisien. Vous me permettez que je m'assoie, madame? Je vais vous mettre un masque, madame, d'accord? C'est par simple mesure de précaution. Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai 87 ans. D'accord. C'est la chose importante. C'est un bel âge. Oh, si on veut, bon. Deuxième truc, depuis, ça doit faire 2-3 jours, peut-être même un peu plus, j'ai une sorte de diarrhée, ce que j'ai jamais. Oui. Bon, voilà, c'est tout.
virus, là, le Oui. diarrhée, Oui. est bien indiqué en 2 ou 3 positions. Oui, alors ça peut être un des symptômes, en effet, oui. Après, il y en a d'autres. Je suis légèrement nauséeuse. Est-ce que vous avez mal à la tête? Et j'ai des trous de mémoire. Vous avez des trous de mémoire, d'accord. La vieille dame bénéficie de l'aide de ses voisins. Et ce sont eux qui ont alerté le SAMU. Après, j'ai été... Mon collègue, il vous fait un bilan, madame. Je vais voir votre voisine, d'accord? Elle est juste là. Ok? Moi, c'est fini. Ah non, non, j'arrive. Mais mon collègue termine le bilan et je vais juste interroger votre voisine, d'accord? La vieille dame aurait du mal à se remettre d'un accident avec perte de connaissance, survenu 15 jours plus tôt. Alors, quand sont apparus chez elle les symptômes d'un possible coronavirus, la situation s'est compliquée pour les voisins. Et donc là, c'est uniquement son état et le fait qu'elle soit plus indépendante qui vous inquiète? D'accord. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Après, on va voir ce qu'on peut faire, parce que là, si on la fait sortir chez elle, c'est à risque, au vu du coronavirus, etc. Mais je comprends. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord? Le risque est encore pire parce que moi, je veux plus rentrer chez elle. Bien sûr, ouais, je comprends. Ouais, d'accord, je comprends. J'ai tout donné, là, je peux... De retour auprès de la patiente, Luigi lui explique la situation. D'accord. Vos voisins, visiblement, parce que votre voisine n'est pas seule à s'occuper de vous apparemment, sont inquiets vis-à-vis de vos conditions de vie. Parce que vous êtes un peu seul et un peu isolé, donc ils s'inquiètent pour vous. Ils veulent s'assurer que tout va bien. Rentrez où? En Normandie, mais vous habitez ici? Ça, c'est le gros point d'interrogation. J'ai toujours dit, notamment depuis cette chute, que c'était pas mon domicile. Et ah, pour vous, vous n'êtes plus chez vous ici? Je me persuade que j'y suis, parce que tout le monde me dit que j'y suis. Donc vous, dans votre état d'esprit, pour moi, alors, je repère petit à petit. Il y a des trucs, c'est parquet, très compliqué, etc. Moi, c'était pas comme ça. Dehors, vis-à-vis à l'extérieur, au dernier étage, il y avait en plus un étage avec un genre de truc de piscine et autres. Essayez pas en face. D'accord. Bah, écoutez, je vois ça avec le médecin et on va voir. D'accord? La vieille dame semble confuse dans son récit. Ce ne sont pas les signes du coronavirus qui inquiètent Luigi, mais plutôt son état neurologique et psychologique. Il fait donc un point avec le médecin régulateur. Elle nous parle de choses qui ne sont pas très claires, même pour elle. Donc au niveau neurologique, c'est le Glasgow qui sera à 14 avec une réponse verbale incohérente, confuse. Non, du tout. On a des constantes qui sont tout à fait normales. De son côté, Michel tente de rassurer la patiente. Elle est sortie de l'hôpital il y a quelques jours et elle appréhende d'y retourner. C'était quand qu'il vous a mesuré à 16? Ce qui va se passer, c'est qu'il va donner différentes informations au médecin. Nous, on agit comme les yeux et les oreilles du médecin. Donc, le médecin, il va voir à travers nous. Et ensuite, il va prendre une décision. Et en fonction de ce que le médecin va dire, on ira... Je suppose que les hôpitaux doivent être pleins. Oui, évidemment. Enfin, plein non plus, mais les services de secours sont quand même un peu débordés. Mais voilà, si vous avez un véritable problème, ils ne vont pas non plus vous fermer la porte. Bon, madame, le médecin, il préfère qu'on aille à l'hôpital. Juste pour aller... Le médecin préfère aller à l'hôpital. Juste pour aller contrôler, oui. Contrôler cet aspect où vous êtes un peu confus et vous avez des pertes de mémoire. Je vais rester encore combien de temps là-bas? Je peux pas vous dire, madame. Oh non, c'était là, non. C'est moi ce qui m'inquiète, c'est les pertes de mémoire. Vous me l'avez dit vous-même. Vous avez dit que vous aviez des pertes de mémoire, des trous de mémoire et des bourdonnements. Et en dehors de ça? En dehors de ça, c'est déjà beaucoup, madame. Je suppose à mon entourage d'avoir fait pression pour que j'aille. Là, je peux. C'est plus raisonnable, comme ça vous allez faire un bilan. Non, mais combien de temps? Si je dois rester 2 mois, 3 mois, etc. Je peux pas vous dire, madame. Je peux pas m'engager. Je suis pas d'accord. D'accord. Le médecin, il est persuadé qu'il faut vous emmener à l'hôpital. Il me connaît pas, il m'a même pas vu, il sait même pas
Comment je suis? Je m'y oppose, vous ne pouvez pas vous y opposer. Comment? Si je dis Je ne peux pas vous forcer, mais moi je fais tout pour vous convaincre parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est votre santé. Après d'âpres négociations, Luigi et Michel réussissent à convaincre la patiente d'aller aux urgences. On va faire des examens complémentaires bien précis. On vous apporte une chaise pour vous transporter. Non, enfin, c'est une farce ce truc. Je marche. Non mais c'est pour éviter que les gens vous transmettent la maladie justement. C'est une simple mesure de précaution. Ok. On y va, madame. Attention, motivation en arrière. La patiente passera plusieurs examens à l'hôpital. Fin de journée. La garde de l'équipe de Luigi arrive bientôt à son terme. Ils ont une dernière mission, transporter une patiente âgée d'un hôpital vers un autre. Ça va, madame? Attention à la marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le brancard pour éviter de faire un effort à la dame. Et on va la transférer à l'extérieur. Et pendant que les secouristes s'affairent, les applaudissements de 20 h retentissent dans le quartier. Ok. Donc là, Un rituel quotidien des Français pour remercier tous ceux qui, pour sauver la vie des autres, acceptent de mettre la leur en péril. Bah, moi ça me touche, même si je me sens pas autant concerné que les infirmiers, les médecins qui font des gardes beaucoup plus longues que les nôtres et qui ont pour le coup la vie des victimes en jeu. Et les gens qui travaillent dans les supermarchés par exemple qui ont la responsabilité de remplir les supermarchés. On se sent utile, on aime ça. Donc bien sûr qu'on le prend un peu pour nous, on apprécie, ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on a mis les gyrophares pour les remercier aussi. Mais on n'oublie pas qu'il y en a qui sont à l'intérieur des hôpitaux pendant 12-24 heures, qui n'ont pas la chance de recevoir les remerciements comme nous là, actuellement. Allez, on y va. Une fois leurs patients transportés, c'est la fin de la journée pour Thibaut, Luigi et Michel. Ils vont rejoindre leur domicile et leur famille avant de reprendre du service dès demain matin. Médecins, infirmiers, ambulanciers, pompiers, secouristes bénévoles, leur volonté, leur courage sont dans cette guerre des armes redoutables contre le virus. Ce sont plus que jamais les guerriers de l'ombre à qui on doit la vie, notre vie. Voilà donc pour cette immersion exceptionnelle et pour terminer cette émission spéciale, je voulais dire qu'il y a un an, quand j'ai lancé cette émission Urgence, je voulais déjà rendre hommage à tous ces professionnels, mais jamais, bien sûr, nous ne pensions un jour réaliser une émission comme celle d'aujourd'hui et dans de telles conditions. Alors, plus que jamais ce soir, je tiens à remercier tous les professionnels et bénévoles qui ont accepté de nous accueillir et partager avec nous leur quotidien sous tension. Et je le redis une fois de plus, vous êtes nos héros, vous comme toutes les autres professions qui travaillaient dans l'ombre et qui faites que pendant cette épreuve, notre pays peut continuer à fonctionner. Et puis un merci tout particulier aussi à nos équipes qui ont travaillé dans des conditions difficiles. Dans un instant, un autre numéro de votre magazine Urgence. Merci pour votre fidélité et à tout de suite sur Énergie 12.